aujourd'hui, on va parler de la séquence 2, donc analyser un système chimique par des méthodes physiques. Donc le plan pour aujourd'hui, on commencera par parler de spectroscopie UV visible, on enchaînera ensuite par la loi de Beer-Lambert, on parlera un petit peu d'absorbance. Ensuite, on parlera de la conductance et de la conductivité d'une solution, on verra ce qu'est la loi de Colroche, et on finira par parler des dosages par étalonnage, et on fera également aussi un petit peu de spectroscopie infrarouge. Alors déjà, quelques rappels de première sur la spectroscopie. Donc, vous avez une solution à analyser qui se trouve dans la petite cuve ici. On va faire traverser une lumière blanche à l'intérieur, et une partie des radiations qui sont comprises dans la lumière blanche va être directement absorbée par la solution, et on va avoir donc l'autre partie qui va être transmise. On va pouvoir analyser avec ce petit montage en plaçant un prisme derrière, en dispersant la lumière qui est transmise par la solution, étudier quelles sont les radiations qui ont été transmises, et donc en déduire celles qui ont été absorbées par la solution. Et donc c'est ça que mesure l'absorbance, c'est les différentes radiations qui sont comprises dans la lumière blanche qui ont été absorbées par ma solution. Donc ici par exemple, si on prend l'exemple d'une solution de permanganate de potassium qui est de couleur magenta, d'accord ? On peut voir sur le schéma à droite, sur mon spectre d'absorption, que la couleur qui a été absorbée, c'est la couleur verte. Et ben, c'est logique, le magenta c'est un mélange de bleu et de rouge. Si on regarde le bleu qui se trouve à gauche, là aux alentours de 450 nanomètres, il a été complètement transmis, il a quasiment pas été absorbé. Donc même remarque pour le rouge qui se trouve à droite, aux alentours de 650 nanomètres, qui a été complètement transmis. Et donc on a deux couleurs transmises, le rouge et le bleu. Si on additionne les deux, ça va me donner cette couleur magenta. Et donc la couleur qui a été absorbée, c'est le vert. Donc voilà, quand vous avez un pic directement sur un spectre d'absorption, ça signifie que les différentes radiations ont été absorbées par la solution. Donc déjà un petit détail, nous tout à l'heure on va parler de dosage par étalonnage. Quand on fera un dosage par étalonnage à l'aide de la loi de Beer-Lambert et donc sur le principe de la spectroscopie UV visible, on va toujours se placer au maximum d'absorption, afin d'avoir justement des valeurs d'absorbance qui vont être les plus grandes possibles et avoir une précision dans les mesures qui va être plus importante. Alors on peut rappeler rapidement l'utilisation du cercle chromatique pour déterminer quelles sont si on connaît la couleur absorbée, d'accord, savoir quelle va être la couleur de la solution. Donc je vous rappelle le cercle ici, deux couleurs qui sont opposées sur ce cercle, c'est ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. Nous, on avait une solution de permanganate de potassium qui absorbait les radiations vertes, donc j'ai mon lambda max qui était dans le vert. Et ben, si on regarde la couleur qui est opposée, ça va être donc ma couleur qui est transmise par la solution, et on va avoir donc une couleur qui est magenta. Donc la couleur de la solution, c'est toujours celle qui est opposée sur le cercle chromatique. Donc toujours pour identifier la couleur de la solution, vous placez à la longueur d'onde d'absorption maximale et vous allez chercher la couleur qui se situe en face. Et pour rappel, deux couleurs sont complémentaires si, en synthèse additive, leur addition donne du blanc. Donc si j'additionne du vert et du magenta, je vais obtenir du blanc. Alors maintenant, petit rappel sur la loi de Beer-Lambert. Donc la loi de Beer-Lambert permet de relier l'absorbance à la concentration d'une solution pour une longueur d'onde donnée. On a la formule qui nous est fournie ici, donc à une certaine longueur d'onde, c'est pour ça que vous avez un indice lambda à chaque fois, on a l'absorbance qui est égale au coefficient d'absorption molaire, qui va donc lui aussi dépendre de la longueur d'onde. Donc généralement, nous on se placera toujours à la longueur d'onde d'absorption maximale. Multiplié en fait par la longueur de la cuve, par l'épaisseur de la cuve, par la longueur de solution qui va être traversée par la lumière, et par ma concentration molaire de la solution. Donc vous avez les différentes unités qui sont données, la concentration molaire est en mol par litre, l'absorbance c'est une grandeur sans unité. Attention ici, l'épaisseur de la cuve sera toujours exprimée en centimètres, et donc le coefficient d'absorption molaire, c'est pas une unité qui est à retenir, hein, mais en litres par mol par centimètre moins 1, de telle sorte que vous voyez bien que si vous multipliez toutes les unités qui sont dans les termes de droite de mon égalité, ça va me donner quelque chose qui est sans unité. L'absorbance est bien une grandeur qui est sans unité. Voilà, et donc l'absorbance possède des limites. Là, on voit qu'on a une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. C'est vrai uniquement pour des solutions qui sont diluées, donc avec une concentration assez faible, inférieure à 1 mol, 2 mol par litre, ça va dépendre des espèces chimiques sur lesquelles on travaille.
Donc pour une solution diluée, l'absorbance d'une solution colorée est proportionnelle à sa concentration, mais uniquement pour les solutions diluées. Maintenant, on va voir une autre méthode physique pour déterminer la composition d'un système. On va parler un petit peu de la conductance et de la conductivité d'une solution. Pour ça, il faut qu'on revienne rapidement sur la notion de solution électrolytique. Une solution électrolytique, c'est tout simplement une solution qui contient des ions et qui peut donc conduire l'électricité. Ici, j'ai une solution qui contient des ions, donc des cations, des anions, et à l'intérieur de cette solution, on a plongé deux plaques métalliques qui ont été portées à une différence de potentiel. C'est-à-dire que, regardez, mes deux plaques métalliques sont reliées ici dans mon schéma à une pile, et donc on a appliqué une tension. On a donc une différence de potentiel entre mes deux plaques métalliques. On va pouvoir avoir un courant qui va circuler entre les deux. Alors pour rappel, par exemple, vous voyez dans les fils électriques, on vous parle de sens de déplacement des électrons. Donc en fait, dans les solides, dans les métaux, généralement, les porteurs de charge sont ce qu'on appelle des électrons libres, et c'est les électrons qui vont tout simplement servir à transporter, entre guillemets, le courant électrique. Donc dans les solides, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Par contre, vous ne trouvez pas directement d'électrons dans les liquides. Donc en fait, dans les liquides, vous allez avoir les ions, les cations, les anions, qui vont être les porteurs de charge. C'est eux qui vont transporter la charge électrique. Donc ils vont prendre, entre guillemets, le relais des électrons. Là, vous pouvez voir que les anions circulent dans le même sens que les électrons, car ils sont tous deux chargés négativement. Donc les anions et les électrons sont attirés par la borne plus de la pile. Forcément, si une solution ne contient pas d'ions, elle ne conduit pas l'électricité. Et une solution donc électrolytique qui contient des ions, eh ben, elle va conduire plus ou moins l'électricité en fonction de la nature des ions, donc quel est l'ion qui est en solution, et de leur concentration. Alors, on va définir une grandeur qui est la conductance. Donc la conductance, qu'on va noter grand G, c'est une grandeur qui permet de quantifier la capacité de la solution à laisser passer le courant électrique. Donc si on regarde la formule, grand G, la conductance, est égale à I, divisé par grand U. Donc grand U représente la tension électrique en volts, grand I représente l'intensité du courant en ampères, et donc grand G représente la conductance, et l'unité de la conductance va être le Siemens, avec comme symbole grand S. Alors ce I divisé par U vous rappelle peut-être quelque chose. En fait, vous avez déjà vu la loi d'Ohm, U égale R fois I, où R représente la résistance au passage du courant électrique. Et donc ma solution électrolytique agit comme en fait une résistance de valeur U divisé par I qui va s'opposer au passage du courant. Donc on voit bien, et c'est assez logique, que la résistance est tout simplement l'inverse de la conductance. On le comprend par rapport aux définitions, hein, la résistance s'oppose au passage du courant électrique, d'où le nom résistance, tandis que la conductance va quantifier la capacité à conduire, à laisser passer le courant électrique, donc on parle de conductance. Et donc on a les deux qui sont inverses, la conductance est égale à l'inverse de la résistance. Je vous rappelle que la résistance, son unité est en ohm, avec un symbole oméga pour l'unité. Donc on peut discuter maintenant des facteurs qui vont faire que ma conductance est plus ou moins grande. Eh ben imaginons que je prenne deux plaques, avec une certaine surface et une certaine distance entre ces deux électrodes métalliques. Et bon, on se doute bien que si la surface de mon électrode va être plus grande, le courant va avoir plus de facilité à circuler directement entre mes deux électrodes. Donc déjà, si la surface des électrodes augmente, alors G augmente. Et on a un rapport de proportionnalité entre les deux. Donc maintenant, imaginons que la distance entre les électrodes soit plus grande, je vais avoir une quantité de solution électrolytique entre mes deux électrodes qui est plus importante, et donc le courant va avoir plus de mal à circuler. Donc on va avoir une conductance qui va diminuer. Donc si elle augmente, alors la conductance diminue et les deux sont inversement proportionnels. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ma conductance, elle va être proportionnelle à la surface divisée par la distance entre mes électrodes. Donc j'ai G qui est proportionnel à S divisé par L. Et donc, si on a une relation de proportionnalité entre les deux, on va pouvoir définir essayer de calculer un facteur de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Et ce facteur de proportionnalité, eh bien, on va l'appeler sigma, et on va donc avoir grand G, la conductance est égale à sigma fois S divisé par L. Quelle est l'unité de sigma déjà avant de le définir? Eh ben, la surface est en mètres carrés, la distance entre mes électrodes est en mètres,
la conductance est en Siemens, donc forcément on n'a pas le choix, le sigma va être en Siemens divisé par des mètres, en Siemens par mètre. Et donc l'avantage de ce sigma, de ce facteur de proportionnalité, c'est qu'il ne va pas dépendre de la surface des électrodes, il est totalement indépendant de leur surface, et de la distance entre mes deux électrodes. Donc en fait, on a défini un facteur de proportionnalité qui est une valeur qui va dépendre uniquement de la nature et de la concentration des ions dans la solution électrolytique. Et c'est ce qu'on va appeler la conductivité. Donc ce sigma, il est très important, on appelle ça la conductivité. Donc ici, voilà, j'ai parlé uniquement de la nature et de la concentration des ions en solution. Sigma dépend également de la température. Donc nous, cette année, on va beaucoup travailler sur la conductivité. C'est logique, imaginons en TP, on servira de conductimètres, donc qui sont des petits appareils constitués de deux électrodes avec donc une certaine distance entre les électrodes qu'on va pouvoir plonger dans la solution pour réaliser nos mesures. Et ben, on aimerait bien que ces mesures soient identiques pour chaque type de conductimètre et ne dépendent pas de sa constitution, de la taille des plaques, etc. Donc nous, on va essentiellement, quand on va faire des mesures, travailler sur la conductivité. Donc on va parler un petit peu de la conductivité maintenant et on va voir un petit peu la loi de Colroche. Donc, on vient de voir que la conductivité d'une solution, elle dépend de la nature des ions qui la composent ainsi que de leur concentration et dans une moindre mesure de la température. Donc si on réfléchit un petit peu, j'ai ma conductivité qui va donc dépendre de deux facteurs, de la nature des ions, c'est-à-dire quels sont les ions qui sont en solution, et de leur concentration. Donc là, j'ai deux termes. J'ai lambda, en fait, qui va dépendre justement de la nature de l'ion, qui va être différent pour chaque type d'ion, et que je vais multiplier par la concentration de ma solution. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas qu'un seul ion en solution, on en a minimum deux, pour qu'une solution soit électriquement neutre, et on peut même en avoir plus. Donc en fait, on va faire ce calcul, mais pour tous les ions qui sont en solution. Donc je vais rajouter un signe somme devant, et donc on va multiplier ce terme qui dépend de la nature de l'ion et sa concentration, et ensuite on va faire ça pour tous les ions qui sont en solution et réaliser la somme de tout ça. Donc le sigma est toujours en Siemens par mètre. Donc, le lambda est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique en Siemens multiplié par des mètres carrés par des moles. Et donc c'est ce terme qui va tout simplement dépendre de la nature de l'ion. Et on va multiplier par la concentration. Alors attention, la concentration, vous avez l'habitude de la manipuler en mol par litre. Dans cette formule, elle est en mol par mètre cube. Ça, c'est une source d'erreur assez fréquente. Il faut pas oublier de faire sa conversion et de convertir les litres en mètres cubes. Vous savez que 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, on va prendre un exemple de cette loi de Colroche. Donc, la conductivité d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2, elle est de 4,5 millisiemens par mètre. Et ben, en déduire la concentration molaire en soluté apporter donc le soluté, le sulfate de cuivre solide. On vous donne les conductivités molaires ioniques. On voit qu'on a 16 millisiemens fois mètre carré par mol pour l'ion sulfate et on a une valeur de 10,7 pour l'ion cuivre 2. Donc on voit bien que cette valeur de conductivité molaire dépend effectivement de la nature de l'ion. Et ben, si on connaît la conductivité et les conductivités molaires ioniques, on va pouvoir assez facilement déduire la concentration. Donc si on écrit l'équation de dissolution, donc mon solide du sulfate de cuivre solide a été dissous dans de l'eau et a formé donc des ions cuivre 2 en solution aqueuse et des ions sulfate. Cette équation est déjà équilibrée, on a conservation de la charge et des éléments, donc il n'y a pas de problème. On peut exprimer la loi de Colroche. Donc la loi de Colroche nous dit que la conductivité est égale donc à la conductivité molaire ionique pour chaque ion multiplié par leur concentration. Donc regardez ici la notation, j'ai mis les concentrations des ions entre crochets, vous avez déjà vu cette notation en première. Quand on a des ions en solution, on va utiliser cette notation entre crochets. Pour rappel, c'est la concentration molaire effective. Donc d'après l'équation de la réaction, si on effectue la dissolution dans sulfate de cuivre, on va avoir la même concentration pour mes ions cuivre 2 et pour mes ions sulfate. Donc cette concentration, je vais l'appeler grand C. Ça va me permettre de simplifier un petit peu mon expression qui est à gauche. Je vais pouvoir factoriser par grand C, par la concentration, et donc je vais obtenir sigma est égal à la somme des conductivités molaires ioniques multipliée par la concentration. Pour calculer la concentration, il faut que je l'isole, donc C est égal à sigma divisé par la somme des conductivités molaires ioniques, et je vais faire directement derrière mon application numérique, avec toutes les valeurs qui sont données. Donc 4,5, j'ai pas besoin de convertir les millisiemens en siemens ici, parce que regardez l'unité de mes conductivités molaires ioniques, elles sont en millisiemens. Et si je fais mon application numérique, je trouve 1,7 10 puissance moins 1.
Attention, par contre, l'unité de la concentration dans la formule, on l'a dit, est en mol par mètre cube, et donc si je veux obtenir des mols par litre, il faut que je fasse ma conversion, et j'obtiens 1,7 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors maintenant, on va parler un petit peu de dosage par étalonnage. Donc ces deux lois, la loi de Berlambert et la loi de Colroche, vont nous permettre de réaliser des dosages par étalonnage. L'avantage de ces deux lois, c'est qu'à chaque fois, on a la concentration qui est proportionnelle à une grandeur, soit à l'absorbance, soit directement à la conductivité. Déjà, petit rappel, un dosage consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution. Ça, c'est très important. Et une fois qu'on a cette concentration, on peut soit remonter à la masse, soit à la quantité de matière, ça dépend ce que vous cherchez exactement. Mais le but d'un dosage, c'est de déterminer donc la concentration d'une espèce chimique. Donc nous, le but d'un dosage par étalonnage, ça va être de tracer ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Et donc, une droite d'étalonnage, on va l'obtenir en mesurant une grandeur physique, l'absorbance, la conductivité, à partir de solutions étalons, donc des solutions dont on connaît la concentration, puis de déterminer ensuite la concentration de la solution à analyser. Donc on a vu deux lois, dans quel cas on va utiliser ces lois? Et ben, si on a une espèce chimique qui est colorée, alors on va plutôt utiliser la loi de Berlambert avec l'absorbance, et par contre si l'espèce chimique à analyser est un ion, alors on pourra utiliser la méthode conductimétrique pour faire notre dosage. Et donc, attention, je vous rappelle que les deux lois sont uniquement valables pour des solutions qui sont diluées. On va voir un petit peu la méthode un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, des solutions étalons, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, c'est des solutions dont on connaît précisément la concentration en soluté. Parce que généralement, c'est vous qui les avez préparées, ces solutions. Donc, on les prépare en utilisant de la verrerie de précision, des pipettes jaugées et des fioles jaugées. Donc à partir de là, vous allez avoir tout un tas de solutions à une concentration connue très précisément. Vous allez mesurer une grandeur physique, par exemple la conductivité, pour chacune de ces solutions, et vous allez pouvoir les placer sur un graphique et obtenir ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Donc établir une courbe d'étalonnage consiste à tracer l'évolution d'une grandeur physique mesurée pour des solutions étalons en fonction de la concentration en soluté. Et ben, une fois que vous avez obtenu cette droite, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il me reste à prendre ma solution inconnue, à mesurer, et ben là on a pris un exemple en conductimétrie, donc bah, je vais mesurer la conductimétrie de la solution et je vais la reporter directement sur la droite et je vais aller lire la valeur de la concentration en abscisse. Donc voilà, on place notre valeur sur l'axe des ordonnées, on rejoint la courbe et on va ensuite descendre, lire notre valeur de concentration directement sur l'axe des abscisses. Donc c'est exactement la même méthode avec la loi de Berlambert et l'absorbance. Alors dernière partie de cette vidéo, on va faire des petits rappels sur la spectroscopie infrarouge. Donc déjà, à quoi va nous servir la spectroscopie infrarouge? Et bien principalement à étudier la présence de certains groupes caractéristiques à l'intérieur d'une molécule. Je vous rappelle qu'un groupe caractéristique, c'est la présence d'hétéroatomes au sein d'une molécule. Par exemple, le groupement hydroxyle OH, le groupement carbonyle C double liaison O ou carboxyle COOH, sont les trois groupements que vous connaissez principalement. Donc comment fonctionne la spectroscopie infrarouge? On va tout simplement envoyer des ondes électromagnétiques à des fréquences variables, d'accord, mais qui sont dans le domaine de l'infrarouge. Et ces ondes électromagnétiques vont pouvoir faire vibrer certaines parties de la molécule. Donc en fonction des atomes qui composent la liaison ou de si c'est une double liaison ou une triple liaison, mes liaisons vont se mettre à vibrer. Donc soit elles vont vibrer, vous avez vu les deux atomes se rapprochent un petit peu comme un ressort, soit on peut avoir aussi une déformation angulaire, donc une variation de l'angle entre deux liaisons qui sont adjacentes. Par exemple dans un groupement COOH. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que chaque type de liaison, la liaison carbone-hydrogène, la liaison carbone-oxygène, ou encore la dernière que je vous ai mis, carbone-oxygène avec une double liaison, va vibrer avec une valeur de fréquence particulière et différente. On va voir tout ça en pratique derrière. Avant, je vous rappelle quand même le lien entre la fréquence d'une onde et sa longueur d'onde, et le lien entre les deux, c'est la célérité de l'onde est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Peut-être que vous vous rappelez de votre formule en fin de première, la vitesse, donc la célérité est égale à lambda divisé par grand T avec grand T la période, et donc on obtient directement cette relation derrière. Donc, grand principe de la spectro-UR, ça nous permet d'identifier des groupes caractéristiques présents dans une molécule. Alors quand on veut représenter un spectre infrarouge, on va représenter la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Donc regardez, là j'ai un graphique à droite qui représente justement
l'allure d'un spectre infrarouge. Alors, la transmittance, comme son nom l'indique, c'est tout simplement la partie de l'onde qui est transmise. Donc on peut voir que tout en haut, j'ai une valeur de 100%, et ben à chaque fois que que ma courbe se situe tout en haut, par exemple aux alentours des 2000 cm-1, ça veut dire que mon onde est intégralement transmise et qu'elle ne fait vibrer aucune liaison à l'intérieur de ma molécule. Par contre, on peut voir que quand j'ai des pics de transmittance qui descendent vers le bas, par exemple aux alentours de 3400 ici cm-1, ça veut dire que j'ai une partie de mon onde électromagnétique qui a été absorbée par la molécule et donc qui va faire vibrer une des liaisons. C'est le cas aussi, par exemple, si on regarde à 3000, on a une bande qui est beaucoup plus faible, mais c'est le cas aussi. Donc là aussi, mon onde électromagnétique a été absorbée par la molécule et ce qui a entraîné la vibration d'une de ces liaisons. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette unité en abscisse en centimètres-1, ce nombre d'ondes? Ben, c'est la grandeur qu'on va utiliser en spectroscopie infrarouge. Il faut savoir qu'il est relié directement à la fréquence de l'onde, à l'aide de la formule qu'on a vue tout à l'heure. Que si on connaît lambda, le nombre d'ondes, c'est tout simplement l'inverse de lambda. Donc en fait, ce nombre d'ondes va vraiment dépendre de la fréquence de l'onde électromagnétique. Pour les unités, vous avez vu que c'est toujours exprimé en centimètres-1, donc ça veut dire que si vous avez un calcul à faire avec cette formule, lambda, il faudra l'exprimer en centimètres. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que chaque type de liaison, vous avez vu, va absorber à une longueur d'onde différente et donc à un nombre d'ondes différent. Bon, on va prendre un exemple quand même. Comment on analyse un spectre infrarouge dans le détail? Donc ici, j'ai un spectre d'une molécule inconnue. Donc ici, je sais pas de quelle molécule il s'agit, on va essayer de voir quelle molécule ça pourrait être. Attention, on vous demande jamais de deviner une molécule en fonction du spectre, on vous donnera plusieurs choix possibles généralement et ce sera à vous d'identifier la bonne. Donc déjà, pour analyser un spectre, il nous faut en fait une table qui vous sera toujours fournie, qui va vous donner les différents types de liaisons possibles en fonction du nombre d'ondes. Alors là, ici, j'ai pas tout dans le tableau, hein. Il y en a certaines qui sont regroupées, vous aurez un tableau qui sera plus complet, qui vous sera distribué en classe. Donc le spectre va se décomposer en plusieurs parties. Déjà, vous avez vu qu'on a une partie tout à droite qui est assez compliquée, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule, et cette partie-là, on l'étudie jamais. C'est une partie qui est trop compliquée à étudier, on va pas s'attarder là-dessus, nous on s'attardera toujours sur les parties qui sont au-dessus de 1500 cm-1. Donc là, déjà, on peut voir que j'ai une bande d'absorption assez forte qui se situe aux alentours de 3400 cm-1. Ici, il suffit de regarder le maximum et de se reporter directement à l'axe des abscisses. Et ben, si je regarde mon tableau, derrière, on voit que entre 3200 et 3400 cm-1, j'ai une bande avec une intensité forte et large, ça a l'air de correspondre à une liaison OH liée. Donc on verra un petit peu plus tard cette notion OH libre, OH lié, c'est juste par rapport aux liaisons hydrogènes que vont former les différentes molécules entre elles. Donc là, si j'ai OH lié, ça veut dire que je suis en solution et que mes différentes molécules vont former des liaisons hydrogènes entre elles, ce qui serait pas le cas en phase gazeuse, par exemple. Alors, je vais avoir une deuxième bande d'absorption. Ici, on la voit aux alentours de 3000 cm-1. Si on compare aux valeurs qui sont dans le tableau, aux alentours de 3000, en fait, ça va correspondre à un groupement CH3. Et donc, ma molécule, en fait, c'était tout simplement de l'éthanol. J'ai donc un groupement CH3 qui va absorber l'onde électromagnétique qui possède un nombre d'ondes de 3000 cm-1, donc une certaine fréquence, et j'ai mon groupement hydroxyle OH qui va absorber mon onde électromagnétique aux alentours de 3400 cm-1, donc qui possède elle aussi une fréquence un petit peu différente que la première. Voilà comment on analyse un spectre. Donc généralement, on vous donnera le choix entre plusieurs molécules, et en fonction des bandes d'absorption à l'intérieur du spectre, vous allez devoir faire un choix, en justifiant bien sûr quel est ce spectre correspond à quelle molécule. Sur ce, je vous dis à bientôt.